Bonjour et bon matin à tous ceux qui nous rejoignent. La plupart dans le chat étaient là depuis le début. J'avais mis le petit tweet qui va bien. D'ailleurs, je vais faire un petit tweet de rappel pour dire attendez, on est en live. Hop. Pour prévenir peut-être les derniers retardataires. On est en live. C'est parti pour apostrophe in cross Crunchyroll qui nous permet de faire cette mensuelle. Hop, voilà. Installez-vous confortablement. Et c'est parti. On remercie également Coquet Coco au 41 rue Sainte-Anne qui nous permet encore une fois d'investir leur lieu dans un cadre très très cool. Il faut savoir que tout ce que vous voyez derrière moi, ce sont la collection, les collections personnelles de mangas du propriétaire. Et je pensais qu'il mettrait un truc pour protéger, tu sais, parce que bon, t'es dans un endroit où les gens consomment de l'alcool, alcoolisés dans le feu de l'action, dans un karaoké, pourrait peut-être se servir, mais je vois que tout le monde a été hyper respectueux et nous ferons de même. Bienvenue donc dans Popin avec Crunchyroll qui nous accompagne et on a beaucoup de choses à passer en revue. On s'en était légèrement parlé en pré-show puisque l'auteur de Nana s'est exprimé à nouveau. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui parlait pas beaucoup. On n'avait plus de nouvelles depuis des années, donc ça fait plutôt plaisir. Très très grosse annonce qui a été faite il y a quelques temps. On va revenir plus en détail dessus puisque Kazé, l'éditeur de manga, devient Crunchyroll. Alors qu'est-ce qui va se passer? Les mangas brandés Kazé vont-ils devenir Crunchyroll? Ceux qui achètent avec certains types de couvertures, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça a changé, pas changé? On reviendra dessus. On va revenir aussi sur le premier épisode de l'animé Blue Lock qui sera diffusé en exclusivité à Japan Expo en juillet. On va également parler de la reprise de Berserk. Ça y est, c'est acté. On a eu un mot de l'éditeur, un mot aussi de son ami qui supervisera tout ça et qui est aussi mangaka. C'est une, je pense, magnifique nouvelle puisque Kentaro Miura, qui nous a quittés il y a un petit peu plus d'un an maintenant, avait confié les clés dans les moindres détails auprès de son ami de tout ce qu'il planifiait de faire pour terminer son œuvre. Donc on reviendra dessus. Ensuite, on parlera de la saison 2 d'un animé que vous connaissez très bien. On parlera également de vampires. On aura dans la pop list plusieurs choses. Un animé d'ailleurs qui parle de l'amour contrarié entre deux entités qui ne sont pas censées s'aimer. Donc finalement, le pitch assez classique d'une romance contrariée. Sauf que là, on est vraiment sur deux camps qui s'affrontent, une sorte de Roméo et Juliette, mais dans un monde où il y a des démons. Je ne vous en dis pas plus. On reviendra aussi sur l'année incroyable de l'auteur de Fire Punch, entre autres, puisqu'il revient avec un one-shot, une série de one-shot intitulée 22-26. On reviendra aussi sur cette sortie incroyable par les auteurs de Promise Neverland qui signent Miroir, une œuvre qui retrace à travers plusieurs histoires courtes la vie et la philosophie de Gabriel Chanel. On aura également la section Top of the Pop, donc c'est un petit peu mon coup de cœur et c'est une série que j'aime beaucoup. Deux séries en vérité. Une un peu violente, une avec un ballon de volley. Voilà, je vous en dis pas plus. On aura David qui s'est rendu dans plusieurs lieux d'ailleurs, autour de Tokyo Revengers. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui aiment cette licence, donc trop bien. On va pouvoir arpenter certains lieux à ses côtés depuis Tokyo. On aura aussi le jeu concours, ce sera l'occasion pour vous de remporter un abonnement de 3 mois et un abonnement de 6 mois pour la plateforme Crunchyroll qui aujourd'hui rassemble ni plus ni moins que des milliers et des milliers d'heures d'animés à regarder. Vous aurez de quoi faire et puis il y aura la petite reco du mois. Si on a le temps, je vous propose de passer directement aux news. Jingle. Alors, on se l'est dit. Et on va commencer directement par ça. Kazé devient Crunchyroll. C'est une annonce qui est tombée il y a quelques jours et ça a fait grand bruit, même si on commençait à voir la grande machine Crunchyroll en marche depuis quelques temps. Là, c'est l'éditeur Kazé, un éditeur historique qui du coup rentre dans la grande famille Crunchyroll. Qu'est-ce que ça implique nous, à notre niveau de lecteur? Ça, c'est des questions qui ont beaucoup été posées. Vous pouvez
toujours trouver une FAQ avec les questions régulièrement posées et les réponses qui sont très détaillées. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc le label Kazé qui comprend du coup l'édition de manga, comme je disais, mais pas que, puisqu'ils font aussi de la collection de DVD et Blu-ray, passe sous le label Crunchyroll. Kazé avait été pionnier en proposant le meilleur du manga, pour ne pas les citer. Joe, t'as un exemple? Kaiju Hachigo, Kaiju numéro 8, c'est chez Kazé? Oui, voilà. Entre autres. Du home vidéo en France, et je lui mets la pression, le pauvre, il va vouloir aller aux toilettes. Ils avaient aussi proposé des classiques tels que le Tombeau des Lucioles, voilà. Silent Voice, Code Geass, JoJo's Bizarre Adventure, My Hero Academia, donc voilà. Beaucoup de très très gros bangers. Les mangas publiés par Kazé comme Promise Neverland, Black Clover, Mashle, Chainsaw Man, Kaiju numéro 8 comme on a dit, et qui figurent parmi les meilleures ventes ou les meilleurs lancements, ont fait que Kazé, on peut le dire, était un acteur majeur du marché. Du coup, la nouvelle tombe, on apprend que Kazé devient Crunchyroll. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Vous qui avez votre petite couverture Kazé Manga, est-ce que ça va rester Kazé Manga? Ça va rester Kazé Manga, mais il y a un moment où le label va juste changer de nom, et ce sera à partir du second semestre 2022. Pour toutes les questions justement liées au graphisme des couvertures, vous avez tout sur le site. Je ne sais pas si tu peux le réafficher. Vous aurez une FAQ directement sur le site de Kazé, mais aussi le site de Crunchyroll, pour savoir où est-ce qu'on en est un petit peu dans tout ça. Il faut savoir que le très 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 attendu Dan Dadan, qui arrive en librairie donc le 5 octobre prochain, sera publié sous la marque Crunchyroll. Donc les séries qui arrivent directement sous le label Crunchyroll. Les séries en cours qui sont labellisées Kazé restent Kazé, mais sachez que maintenant Kazé devient officiellement Crunchyroll. Voilà, Badadium qui a pris un sub. Merci beaucoup, Popine, la meilleure émission. Merci énormément, merci Dokun 66. Voilà. Ça, c'était la première news. N'hésitez pas à poser des questions. Je vois que Pierre, dans le chat, a mis le lien vers la FAQ. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été mises en avant. Par exemple, le label Kazé va-t-il disparaître? On vient d'y répondre. Est-ce que Crunchyroll va arrêter de publier des mangas et des DVD Blu-ray? Bah non, en fait. Ils vont continuer de le faire, et conjointement avec cet écosystème-là qui va fonctionner, Kazé Crunchyroll, qui devient un ensemble qui s'appelle Crunchyroll. Est-ce qu'on peut s'attendre à un nouveau label de type Crunchyroll Manga, à dissocier de Crunchyroll, la plateforme d'animé? C'est non, ça reste juste Crunchyroll. Qu'adviendra-t-il? Donc ça, c'est une question aussi à laquelle on venait à peine de répondre, du packaging des séries en cours. Qu'en est-il des réimpressions? Les mangas, DVD, Blu-ray sont entre de bonnes mains. Nous prévoyons de ne rien changer. Voilà. Allez-vous augmenter le prix des mangas? Ça, c'est une question qui est légitime. Le prix du manga Crunchyroll reste inchangé. Voilà. Que vont devenir les réseaux sociaux de Kazé? C'est vrai, je vais identifier qui, moi, dans mes petites stories. À ce stade, les chaînes Kazé, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube continueront de vous apporter les dernières nouvelles et mises à jour. Ça ne bouge pas. Nous encourageons cependant les fans à suivre Crunchyroll sur les mêmes plateformes pour obtenir plus d'informations sur vos séries préférées. Voilà. Honnêtement, il y a une trentaine de questions. Même sur les employés, qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. C'est assez transparent. Ils vous disent même où est le siège social de l'entreprise. L'ADN va-t-il disparaître? Il n'y a pas de plan de changement sur l'ADN de Kazé. Voilà. Donc au final, c'est un gros câlin entre deux très grosses entités, et j'espère que ça va leur apporter beaucoup de force pour nous ramener le meilleur des séries comme à leur habitude. Voilà, pas de manga numérique prévu pour l'instant, mais je pense que la porte reste ouverte, les connaissant. Donc honnêtement, ils sont assez transparents dans les moindres détails. Retenez simplement que Dan Dadan, qui sortira le 5 octobre et qui est, je pense, le manga le plus attendu, arrivera directement sous le label Crunchyroll. C'est une belle manière d'entrer dans le marché, je pense, avec un titre phare. Donc voilà. Le nom Crunchyroll est long, ça ne pop pas naturellement en tête pour une maison d'édition. En vrai, moi je suis plutôt pour la mutualisation du nom.
C'est-à-dire que si Kazé était rentré chez Crunchyroll, mais s'appelait toujours Kazé, je peux comprendre que d'un point de vue historique, ça reste machin. Là, au moins, c'est dit. Quand tu dis Crunchyroll, tu sais que ça englobe absolument tout. Enfin, pour moi qui commence à perdre un petit peu la mémoire, ça m'arrange. Ça m'arrange bien même. Donc voilà, j'avais vu l'exemple avec une plateforme concurrente qui, elle, vous permet d'acheter en ligne tout un tas de choses, mais aussi de vous subprime à des chaînes ou encore de regarder des films sur une autre plateforme concurrente à d'autres concurrents. C'est beaucoup le fois mon concurrent. On ne les mentionnera pas. Mais je sais que voilà, chacun de leurs plateformes, leur plateforme de lecture numérique, leur plateforme de vidéo à la demande, leur plateforme, elles ont tout un nom différent. Et c'est vrai que nous, on dit toujours la marque globale, mais il y a des plateformes différentes et tu peux très vite t'y perdre. Là, au moins, Crunchyroll, c'est Crunchyroll. Et c'est beaucoup plus simple à retenir pour tout le monde. Je vous propose de passer à une autre news majeure. Alors, certains diront, ouais, c'est qu'un détail, mais c'est quand même un grand pas pour l'humanité des fans de Nana. L'auteur de Nana a pris la parole et du coup ça n'était pas arrivé depuis des années, donc on peut peut-être espérer un retour. Là on est en train de voir plein de séries qui d'un coup hop, elles reviennent dans l'actualité. En général quand c'était en tendance c'était pour dire ah ben ils sont toujours pas revenus. Là on a quand même eu l'auteur qui s'est exprimé pour une exposition qui s'appelle All Time Best Ai Yazawa. Donc elle a continué de dévoiler des illustrations. Et en gros, elle avait mis en pause Nana en juin 2009. Déjà, 2009, on était où, Joe ? Moi, j'étais en deuxième année de fac, 2009. 2009, j'étais en école de commerce. Non, pareil, à la fac, je me perdais à la fac. Oh, c'est incroyable, 2009, déjà, à cause de sa santé, de sa condition physique, elle avait mis son œuvre, l'œuvre de sa vie, en pause. Et il se trouve qu'elle s'exprime à nouveau. Et elle va donner une interview au mois d'août pour le magazine Da Vinci. Donc des prises de parole quand même, des illustrations qui arrivent, on se dit bon voilà. Alors l'exposition, là je vois tellement triste de ne pas pouvoir voir l'expo, j'avoue ce serait incroyable de la voir, pour Japan Expo ça aurait été fou. L'exposition sera donc à Tokyo du 20 juillet au 8 août, puis à Osaka du 24 août au 12 septembre et Yokohama du 21 septembre au 10 octobre. Donc moi je vois Tokyo, 20 juillet, 8 août, il y a un monde où on envoie David pour aller faire l'expo et vous ramener les images en exclusivité dans Popin. Voilà, après bon, je dis ça, je dis rien. Du coup, qu'est-ce qu'il y aura dans cette expo ? Eh bien, plus de 100 illustrations originales de ces mangas. Je ne suis pas un ange, Gokinjo, Une vie de quartier, Paradise Kiss et bien sûr Nana. Probablement plus de détails et de réponses dans les semaines à venir, mais en tout cas, un potentiel retour. Moi, ça me fait plus ou moins rêver quand même, à vous de me dire dans le chat si Nana vous avez oublié, vous avez mis ça de côté, est-ce que ça vous enjaille, ça vous enjaille pas. En 2009 j'étais en CM2, let's go. J'ai envie de crever. Bah on est vieux, dites-moi qu'il y en a qui étaient à la fac quoi. On est à notre prime. Pierre qui dit j'étais au lycée. Oh Pierre, ça suffit Pierre. J'étais en fin de collège. Non mais attends, vous avez tous 20 ans là ou comment ça se passe ? 2009, j'ai eu ma première fille. À 16 ans. Yes. Voilà. J'étais à la fin de la fac. Bon, ça va, on se sent un petit peu moins seul. On va continuer avec une très très belle annonce. Vous le savez, c'est le retour de Japan Expo. Et d'ailleurs, Crunchyroll y sera avec un stand gigantesque. Et je serai sur ce stand pour vivre toutes les expériences qu'offrira le stand Crunchyroll. Puisqu'il y aura beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités. Donc j'en profiterai pour tout faire. Et un très très grand stand qui va vous promettre du lourd sur les séries à venir. On se le disait, Dan Dadan qui arrive en octobre sous le label Crunchyroll, toutes les séries, il est fort à parier que beaucoup d'activités seront prévues pour vous faire plaisir, mais du coup Japan Expo qui revient après le Covid-19, après cette pandémie mondiale qui avait mis un stop et un arrêt sur image finalement sur votre festival préféré. Ça revient donc en juillet, on sera là évidemment sur place pour aussi une émission Popin en direct. On espère qu'il y aura potentiellement des invités, on vous en dit pas plus, qui passeront une tête, pourquoi pas des invités japonais. Donc on est en train de travailler là-dessus. Et du coup, sur Japan Expo, bon, vous pourrez retrouver vos créateurs de contenu, vos traditionnelles boutiques, vos points de restauration, les cosplayers, les freehuggers, tout ce qui fait finalement le sel et l'épice de Japan Expo, mais aussi
le premier épisode de Blue Lock en diffusion avant-première à Japan Expo. Voilà, c'est lâché, c'est un truc de dingue. On a un trailer, on se retrouve juste derrière. Voilà, vous l'avez compris, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Blue Lock, c'est quand même une des grosses révélations en termes de manga sportif ces derniers temps. Beaucoup de succès, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le foot, je pense qu'on peut très vite se retrouver happé par cette histoire, parce que ça ne tourne pas vraiment qu'autour du foot en termes de football pur, mais plutôt de qui survivra. Qui survivra finalement à cette compétition. Le premier épisode donc de l'adaptation animée, comme je vous l'ai dit, sera projeté en avant-première en France à l'occasion de Japan Expo 2022, donc le 17 juillet, dimanche 17 juillet sur la scène Yuzu de 16h30 à 17h. Notez-vous bien dans vos carnets, j'ai l'impression d'être une prof. 16h30 17h dimanche 17 juillet, scène Yuzu. Blue Lock, premier épisode en avant-première. C'est une très très belle manière de rentrer dans le vif du sujet avec cette adaptation. Voilà, donc pour ceux qui malheureusement ne seront pas à Japan Expo, il faudra attendre le début de la diffusion officielle pour découvrir ce premier épisode. Ça débutera du coup au mois d'octobre, donc quand on dit une avant-première, c'est vraie avant-première, donc mois d'octobre, avec un simulcast assuré évidemment par Crunchyroll. C'est produit au sein du studio 8-Bit. La série est réalisée par Tetsuaki Watanabe, qui avait dirigé déjà plusieurs épisodes de l'anime Haikyuu, donc en termes de shonen sportif, le mec, il est là, il sait de quoi il parle. Il sera assisté par Shunsuke Ishikawa, qui est bien connu déjà sur les personnages de la nouvelle adaptation animée Fruits Basket, ceux de Persona 4, The Golden Animation. Il y a également Yu Shindo, le character designer du projet, ainsi que le directeur de l'animation, et Taku Kishimoto, qui est scénariste de la série, Jun Murayama, le compositeur de la musique. Bref, un staff aux oignons pour une adaptation qui, je l'espère, sera à la hauteur du manga incroyable qui est Blue Lock. Et honnêtement, au vu du trailer, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt rassurée. Pour ceux qui ont envie peut-être de découvrir la série, sachez que les 7 premiers tomes du manga sont disponibles aux éditions Pika, et le 8e volume est prévu. Il est déjà sorti, il me semble, en fait. Il est totalement sorti, puisqu'on est le combien? On est le 20 juin. Ouais, il est sorti il y a quelques jours déjà. Pour rappel, on est à la Coupe du Monde 2018. L'équipe de football du Japon est éliminée en 8e de finale, et c'est un nouvel échec finalement qui incite l'Union japonaise de foot à fonder le Blue Lock. Qu'est-ce que le Blue Lock? Il s'agit d'un centre de formation qui rassemble 300 des meilleurs attaquants lycéens du pays. Okay. Et l'objectif, c'est de détecter, d'aller chercher le meilleur parmi les meilleurs, celui qui écrasera absolument tout le monde. Voilà, donc un joueur talentueux, hyper individualiste, alors qu'on est plutôt sur un sport collectif. Du coup, le postulat est assez étonnant, et on va suivre forcément un joueur qui est inconnu, mais qui est chaud patate. Et s'il veut survivre dans ce programme extrêmement compétitif, il va devoir faire preuve de beaucoup de talent, et ne pas compter peut-être sur des amitiés ou sur de la solidarité,
Voilà, il va devoir être seul face au reste du monde. Ça m'enjaille personnellement, je suis très cliente du manga, donc l'adaptation animée, c'est un oui, et ce sera sur Crunchyroll en octobre, ou Japan Expo pour les plus chanceux. Voilà. Marie qui ne sait jamais quel jour elle vit. Mais il est quelle heure et comment je m'appelle en fait? Effectivement, on est le 23 juin, bienvenue, le temps est ensoleillé et il n'y a pas de vent. On continue avec une magnifique annonce, l'annonce qui nous pendait au nez, qu'on espérait mais qu'on n'espérait pas, on savait pas trop et tout. La suite de Berserk. La suite de Berserk, puisque oui, Kentaro Miura, le regretté Kentaro Miura, qui avait signé une œuvre magistrale, nous a quittés en mai 2021. Un coup de tonnerre absolument terrible pour la communauté de fans de Berserk dans un premier temps à travers le monde, mais aussi pour les mangaka et pour les fans de manga au global. C'est vraiment une des pierres angulaires du manga qui nous a quittés. Et du coup, son œuvre inachevée laissait un goût de profonde tristesse et d'amertume auprès de ses fans. Est-ce qu'ils étaient condamnés à avoir une œuvre inachevée? Alors, d'aucuns vous diront, en vrai, on avait déjà une fin dans tel ou tel volume, on pouvait se passer d'eux. Il y avait eu quand même la diffusion des dernières planches à travers un ultime chapitre qui était sorti. Et la question se posait, est-ce qu'il y aura une suite à ce chapitre? Est-ce qu'il y aura d'autres chapitres? Est-ce qu'on arrête là? Est-ce qu'il est bon de faire perdurer l'œuvre de Miura sans Miura? Est-ce que quelqu'un était suffisamment au courant de ses dernières volontés? Est-ce que c'était sa dernière volonté, s'il disparaissait, aussi qu'on reprenne son œuvre? C'était l'œuvre de sa vie, son bébé. Donc voilà, tout un tas de questions qui ont fait que il y avait un vrai débat. Il y avait un vrai débat. Et le dernier chapitre, comme je vous l'ai dit, était sorti en septembre 2021. Du coup, on était tous un peu en mode, à mon avis, voilà. Sauf que 7 juin, c'est tombé. L'éditeur a mis un mot, un communiqué, Akusensha, qui a donné un long communiqué en expliquant leur démarche de vouloir publier la suite de Berserk, et c'est Kujimori, donc l'un des plus grands amis, si ce n'est l'ami le plus proche de Kentaro Miura, le mangaka de Suicide Island, Genesis, Holy Land, voilà, qui est son consultant ami, puisqu'il le confie dans un long communiqué qu'il a rédigé aussi, et bien que Miura régulièrement lui disait j'aimerais avoir ton avis là-dessus, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc il connaissait profondément l'œuvre de son ami, il sait aussi comment le manga est censé terminer, puisque Miura lui a confié les clés. Donc c'est une réelle passation d'héritage qui se passe entre deux personnes qui s'aimaient profondément. Donc pour moi, la confiance, elle est là. Je suis absolument ravie de savoir que ses dernières volontés, à travers son ami, seront cristallisées avec de nouveaux chapitres. Et évidemment, on retrouve l'équipe d'assistants de Miura qui ont largement prouvé qu'ils étaient capables, d'un point de vue illustration, de tenir la barre. Son Griffith, je lis de la part de Papayou, effectivement, le Griffith de Miura, eh bien c'était Kujimori, pardon. Et du coup voilà, c'est une magnifique nouvelle. Je sais pas vous, si vous aviez des attentes, pas d'attentes, est-ce que vous vouliez que le manga s'arrête, est-ce que vous vouliez qu'il reprenne, je ne sais pas finalement votre avis, n'hésitez pas à me dire. En tout cas c'est une moi je pense bonne nouvelle en ce qu'elle respecte ses dernières volontés, et comme je le disais, voilà, ce sera supervisé par le studio Gaga, donc qui rassemble les assistants de Miura. Donc d'un point de vue scénario et d'un point de vue illustration, ce sera là. De son aveu, Kujimori a dit il y a des choses, il y a certainement des passages, des anecdotes qu'il m'a confiées et que j'ai peut-être oubliées, ou je ne suis pas sûre. S'il n'est pas 100% sûr, en fait, ce ne sera pas dans l'œuvre. Voilà. Et ça, il l'a dit, il ne va pas prendre un truc qu'il a peut-être transformé avec le temps ou dont il n'est pas vraiment 100% sûr. Il ne mettra que les choses qu'il a écrites, les preuves écrites, etc. Donc moi je pense qu'on peut avoir confiance d'un point de vue scénario.
Je lis un petit peu dans le chat. C'est pas très japonais de continuer les œuvres en posthume. On a totalement quelque chose d'inédit là. Hein. On a vraiment quelque chose d'inédit. Je me demande comment c'est perçu d'ailleurs au Japon. Faudra demander à David. Perso, j'ai du mal avec un manga qui continue sans l'auteur. Je comprends. Mais je ne suis pas de la famille, donc impossible de savoir ce que lui aurait voulu. J'ai hésité à commencer, mais vu la disparition de l'auteur, j'ai préféré ne pas commencer cette œuvre. Mais s'il y a une suite, pourquoi pas. Ça, c'est un truc que j'ai vu souvent. Des gens qui disent, bah du coup, l'auteur est disparu. Lisez Berserk. Lisez Berserk parce que disparu, pas disparu, c'est une œuvre majeure, c'est une œuvre incroyable. C'est lui qui a inspiré largement, je sais pas moi, si vous aimez les jeux comme Dark Souls, comme voilà tous ces jeux-là horribles là, qui vous pompent votre âme, si vous aimez ça, vous allez aimer Berserk. Si vous avez aimé lire Les Fables de La Fontaine avec les illustrations bien glauques de Gustave Doré à l'école, et ben vous aimerez Berserk. Donc c'est juste un très très grand maître qui nous a quittés. C'est une magnifique œuvre qui continue de vivre malgré sa disparition. Donc je ne peux que vous encourager à la découvrir. Voilà. J'ai des monstres tatoués sur tout mon dos. Alors ça c'est ballsy. Hein. C'est vraiment ballsy, le cauchemar. Moi je suis sur Elden Ring en plus là. Client. T'es client, t'es en plein dedans. Ah ouais, là vous allez adorer le bestiaire. C'est vraiment, je pense moi, l'éclipse dans Berserk. Je sais pas si tu l'as lu, Joe. Bah, moi je fais partie des gens qui... J'en ai tout le temps entendu parler comme genre un des meilleurs ever. Clairement. Mais j'ai ce truc de, comme j'étais pas sûr qu'il y avait une fin, je suis en mode genre, ça va me trop me bosser en fait. Ah. J'ai pas encore... J'ai essayé. Je me suis dit, je vais pas voir le truc, donc je suis pas rentré dedans. En vrai, il y a des gens comme Ken Bogard, par exemple, qui te diront il y a une scène magique, il y a une planche de manga où tu vois un certain personnage à un certain endroit et tout, et tu peux te figurer une fin à cet endroit-là. Ce n'est pas la fin officielle, mais ça aurait pu être une magnifique fin. Donc, en plus, c'est assez horrible parce que l'histoire de Berserk, c'est quand même un héros... torturé, né dans un truc, un contexte horrible, qui se fait du coup, qui trouve une famille, qui se fait trahir par son ami le plus proche et qui entame une quête de vengeance. Du coup, cette vengeance n'étant pas terminée, c'est la frustration ultime. Tu vois, moi j'aurais pu commencer à lire ça après Hunter x Hunter, et comme Hunter x Hunter, j'avais déjà, à mon sens, c'était pas une fin. Ouais. J'étais en mode genre, je peux pas repartir dans un truc qui va me laisser le même goût, tu vois. Ouais, et je comprends. En mode genre, Hunter x Hunter reprend. Tu vois, faut jamais dire jamais. En tout cas, j'ai peur d'être frustrée de ne pas avoir le dernier mot de l'histoire. Tu l'auras, voilà. Sachez-le, selon les dernières volontés de Kentaro Miura. Donc, Kujimori qui a déclaré: j'écrirai seulement les épisodes dont Miura m'a parlé. Je ne dévierai pas, je n'écrirai pas d'épisodes dont je ne me souviens pas clairement. J'écrirai seulement les répliques et les histoires que Miura m'a transmises. Cette suite se fera vraiment dans le respect le plus total. Elle sortira dans un premier temps à partir du 24 juin, donc demain, dans le 13e numéro du Young Animal, et le tome 41 sortira en France le 6 juillet. S'il y a encore des chanceux qui peuvent peut-être avoir la version collector, n'hésitez pas, mais voilà, un tome 41 qui sera dispo début juillet, juste un peu avant Japan, et les 6 prochains chapitres concluront l'arc Fantasia. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur Berserk. Pour moi, c'est une magnifique nouvelle. C'est un oui, ce sera lu, ce sera pris, ce sera commandé. On part sur une toute autre news. Il s'agit d'une série que vous connaissez très fortement. Ça s'appelle Made in Abyss. Voilà, Made in Abyss, vous connaissez. Made in Abyss saison 2. Avec des nouveaux personnages que l'on voit dans le trailer qu'on ne peut pas montrer, je crois. Voilà, parce que ce serait difficile de ne pas spoiler. Donc on ne vous dit pas pourquoi on ne voit pas forcément les principaux personnages dans le nouveau trailer. Vous pourrez le trouver sur internet. Made in Abyss, c'était donc en 2017, ça avait quand même porté un joli coup. C'était un peu... Tu t'en as entendu parler, Joe? C'est beau. Ah, ça c'est beau, hein. C'est un peu traumatisant.
C'est un peu traumatisant. On a le manga donc d'Akihito Tsukushi qui avait été adapté donc par Kinema Citrus et qui avait fait déjà découvrir d'une part ce studio à la communauté de fans à travers le monde, le compositeur incroyable Kevin Penkin, donc une première saison vraiment fabuleuse, moi j'ai beaucoup aimé, un manga qui l'est tout autant, et du coup une deuxième saison qui arrive, voilà, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est appelé Made in Abyss, The Golden City of the Scorching Sun, pire accent mais au moins vous l'avez. Une seconde saison qui s'est dévoilée donc avec un trailer, comme je vous l'ai dit, ça va être difficile de ne pas spoiler, donc je vous laisse plutôt le découvrir par vous-même. C'est un animé perso que j'attends beaucoup. Beaucoup. J'ai les 10 tomes à la maison du manga et du coup je suis ça avec attention. Côté synopsis, alors, Paul me l'a rebadillé, j'adore. Tu prends une planète, ok, et le seul endroit inexploré, c'est un gouffre sans fond appelé l'Abysse, mais qui apparemment recèle de trésors de fous d'une ancienne civilisation. Tu l'as. Du coup, évidemment, beaucoup de gens vont vouloir aller dans ce gouffre. Vous doutez bien qu'il suffit pas de descendre en rappel avec une corde. C'est un petit peu les cercles de l'enfer hein, pour s'y rendre. Rien n'est jamais gratuit. Du coup, c'est le cas de la mère de Riko, notre héroïne, qui a disparu. Et Riko va tenter d'aller la retrouver. Tu sais, ça me fait penser à un film sur une plateforme concurrente. Mais c'est un film espagnol qui est sorti il y a quelques temps sur une plateforme de VOD avec un N rouge. Et c'est une sorte d'ascenseur qui descend plein de niveaux. Oui. Et tu es déplacé de manière aléatoire. Oui. Donc plus t'es haut vers la sortie, plus tu peux manger. Ouais. Plus t'es bas, moins tu manges en fait. Parce que c'est une table qui descend, qui sert tous les étages. Et en gros, les 10 premiers étages, ils mangent comme des porcs et à la fin, il reste plus rien. Tout c'est préparé des trucs de fou et tout, mais c'est glauque. C'est hyper glauque. Glauque et du coup, j'ai pensé à ça. Du coup, la première saison avait tenu sur 13 épisodes et avait retracé les tomes 1, 2 et 3. Pour rappel, 10 tomes. 2 films d'animation récapitulatifs de cette première saison étaient sortis en 2019. Voilà, si vous avez envie bien de vous plonger assez rapidement, vous avez 2 films pour ça. Et un autre film d'animation est sorti en 2020 pour continuer, du coup, de manière canon avec les tomes 4 et 5. Du coup, on a même eu un jeu vidéo qui a été en préparation. Moi, j'étais pas du tout au courant. Un jeu vidéo qui, du coup, sortira le 2 septembre sur PS4, Switch et PC. Voilà. C'est vraiment une licence cross-platform, une grosse cross-licence. Ils ont quand même bien bossé, parce qu'en moins de 5 ans, ils ont fait 2 films, une saison de 13 épisodes 3 films, du coup. 2 films en 2019, qui retraçaient du coup 1, 2 et 3. Un film en 2020 pour la suite, 4 et 5. Et donc, il reste 5 tomes, a priori. Ouais, c'est fou. C'est ça. Donc, la nouvelle saison va adapter la suite directe, après ce film de 2020. Une descente vers le 6e niveau qui avait été légèrement montré par le film avec l'hôtel du dernier plongeon, si vous avez la ref. Mais, comme je vous l'ai dit en préambule de cette petite news, dès le trailer, on aperçoit des choses qui peuvent surprendre. Donc si vous avez bien suivi, vous vous poserez beaucoup de questions sur l'apparition des personnages ou pas dans le trailer. Voilà, l'arc du 6e niveau est le plus long de la série. Il est toujours en cours avec 10 tomes, donc il est très dense en plus. Donc on peut s'attendre forcément à une saison 2 qui le sera tout autant. Et un film, voilà, peut-être, pourquoi pas. Donc... très à l'aise avec cette news. Est-ce que vous avez aimé Made in Abyss? N'hésitez pas. Ouais, c'était The Platform, le film. Le film, terrible. Ah, moi, il m'a mis un coup. Hein. Et peu importe l'interprétation, ouais, mais tu sais, plus tu descends, plus t'arrives dans le bas de la société. Je m'en fous là, putain. Ce que je vois, c'est qu'ils peuvent pas manger, et ça m'en fout. Bref. On va passer sur la prochaine news. Il s'agit de Bloodline, The Last Royal Vampire, qui va collaborer avec l'Attaque des Titans. Vous avez bien entendu. Ouais. Ça fait beaucoup d'infos dans l'info. Waouh. Est-ce qu'on a plus que ce visuel? Je ne sais pas. Non, mais en fait, des collabs Attack on Titan, il y en a eu.
On en a eu dans un comics avec Spider-Man. On en a eu... C'est lunaire. On a eu aussi dans un jeu... Je crois que c'est Call of, non? N'hésitez pas à me dire dans le chat, mais il me semble qu'il y a eu un moment Attack on Titan dans Call of. Où je l'ai totalement rêvé, ce truc. Je me souviens plus. En tout cas, voilà. C'est une annonce qui est sortie. Donc c'est un JRPG mobile. Hein. Alors, a priori, c'était sur Call of Duty Vanguard and Warzone. Ah ouais, donc c'est ça. Il y avait le titan, le titan armoré dedans. Donc c'est quelque chose qui se fait. Et donc là, dans ce jeu qui est donc un JRPG mobile de Crunchyroll Games, parce qu'ils font aussi des jeux, et bien c'est prévu pour cet été sur iOS et Android. Et l'histoire suit la dernière vampire royale, Lilo, et son compagnon Ren dans leur quête pour sauver leurs proches d'un ordre militariste appelé Holy Land. Et du coup, dans ce jeu RPG de type tactique, tour par tour, avec plus de 400 cartes de personnages à collectionner, ça fait beaucoup de possibilités de bugs, si vous avez la ref. Il y aura ici aussi du PVP, c'est tout le sel finalement de ce genre de jeu. Vous devrez former votre groupe de guerriers, de héros, de créatures pour créer des synergies. Ça crée beaucoup de choses aussi à collectionner. Et bien pour abattre l'ennemi, vous devrez trouver les meilleures combinaisons possibles. Il y aura une méta qui se mettra en place très certainement. Préinscriptions qui sont déjà ouvertes et donc un partenariat avec Shingeki no Kyojin qui est prévu. Donc le jeu n'est pas sorti, qu'on sait déjà qu'il y aura de l'attaque des titans dedans. Voilà. Donc un partenariat dont on sait qu'il sera limité. On y verra Eren, Mikasa et Levi dans l'univers du jeu. Donc voilà, les joueurs pourront collectionner ces personnages-là, des objets aussi qui seront collectibles et échangeables contre des récompenses, et ils pourront accomplir des missions autour de cette collab. Voilà, si vous aimez l'attaque des titans et que vous aimez le JRPG tactique, eh ben, c'est votre moment de briller. On passe à la prochaine news. Il s'agit de Tokyo Mew Mew, qui débutera début juillet. Tokyo Mew Mew, c'est mignon, c'est coloré, et on a un trailer. Est-ce qu'on peut se le mater, Joe? On n'a pas le trailer? Non, j'ai une news dessus, mais j'ai pas le trailer. Bon, il y a un trailer, vous pouvez le trouver. N'hésite pas si tu peux le chercher en parallèle. C'est adapté du manga hein, du même nom, Tokyo Mew Mew, et c'était signé Reiko Yoshida et Miya Ikumi. Donc voilà, 7 volumes ou 4 selon les éditions. Côté histoire, on y suit Ichigo, une collégienne qui est assez... qui est normale, une collégienne normale, de 12 ans. Qu'est-ce qu'on faisait à 12 ans? Je pissais encore au lit. À 12 ans. À 12 ans, non mais la vie est compliquée. À 12 ans, on est amoureux, mais on veut pas le dire. Bref, que des problèmes au collège. Et un jour, il y a un événement qui se produit et qui la transforme en justicière, dont le but, clairement, d'une justicière est de protéger la Terre. Mais pas de n'importe quoi, puisqu'il s'agit d'une invasion extraterrestre, donc c'est pas rien quoi. À 12 ans, comme je vous l'ai dit, moi mon seul problème dans la vie, c'était est-ce que je vais dire à Charles que je suis amoureuse avec mes bagues. Elle, c'est sauver la planète. Sauver la planète, elle est évidemment pas seule, hein, comme vous pouvez le voir sur l'affiche. Elle sera accompagnée de plusieurs camarades, et leurs gènes sont fusionnés avec des animaux rares, et c'est là que tout le sel de l'animé et du manga débarque. Des animaux rares qui vont forcément leur donner des apparences et des aptitudes absolument fantastiques. Donc un manga qui avait déjà été adapté en 2002, et c'est donc une nouvelle adaptation qui arrive pour célébrer les 20 ans du manga, comme on a pu aussi avoir ce cas de figure pour Fruits Basket. Dis-moi tout, Joe. J'ai un trailer que je peux diffuser, et voilà, j'ai un trailer. Ok, si t'avais il avait l'air trop grave, genre j'ai une mauvaise nouvelle, t'inquiète. J'ai le trailer et je peux le diffuser. Eh ben on le diffuse et on se retrouve juste derrière. En tout cas, moi je suis pas forcément cliente de ce genre de truc, mais c'est vrai que je dois reconnaître que ça me plonge peut-être dans une nostalgie d'adolescence.
de mes 12 ans. J'aurais aimé sauver le monde des extraterrestres. On continue rapidement avec les nouveautés simulcast de Crunchyroll. Et ça, c'est important qu'on revienne dessus puisqu'il y a du très très lourd. Je pense qu'on a un écho. Ouais, quand je l'entends, je m'entends. Ouais, mais il faut le baisser parce que je pense qu'ils l'auront. On a des ajouts pour cet été du côté donc des simulcasts. Dès le 1er juillet, on a la saison 2 de Rent a Girlfriend. Voilà, on va vous mettre très rapidement les images s'il y en a. Voilà, Rent a Girlfriend. Très très joli. VF évidemment dispo. Classroom of the Elite, saison 2 dès le 4 juillet. Vous aurez également Lucifer and the Biscuit Hammer, l'adaptation du manga Samidare qui sera dispo également en version française. Vous avez The Yakuza's Guide to Babysitting, donc le guide Yakuza pour faire du babysitting. C'est vraiment l'histoire d'un Yakuza hyper terrifiant qui doit garder la fille de son boss. La dernière fois qu'il y a eu un bail comme ça a terminé en Ladyboy versus Yakuza. Le mec a gardé la fille et il a fait plus que la garder. Donc là, c'est pas du tout la même ambiance, mais Yakuza qui fait du babysitting, why not? L'enfant et le maudit, ça avait été présenté au festival d'Annecy. Vous partez à la rencontre de la curieuse Shiva et du professeur dans un monde au coup de crayon onirique, c'est très très beau et ça arrivera prochainement donc sur Crunchyroll. Vous avez aussi The Prince of Tennis 2 U17 World Cup. Incroyable, encore des coups, des revers et des coups droits qui vont être assez légendaires. Toujours en cours, évidemment, vous retrouvez A Couple of Cuckoos, Aohashi Playmaker, One Piece, Dragon Quest The Adventure of Dai, Digimon Coast Game, Love All Play, Shadowverse Flame. Donc voilà, vous avez de quoi faire et je vous rappelle qu'en fin d'émission, je vous ferai gagner un abonnement de 3 mois et un abonnement de 6 mois, donc vous n'aurez plus aucune excuse. C'est 3 et 1 ? My bad, c'est 3 et 1 et vous aurez beaucoup de temps devant vous pour découvrir tout ça. On va passer, c'est la fin des news, à la suite et il s'agit de la pop list jingle. Waouh, on est de retour après cette courte page de réclame, sans réclame, pour parler d'un animé assez étonnant. Un animé intitulé Love After World Domination. Un animé donc, qui s'est dévoilé avec un trailer. On a un visuel. Donc un manga qui du coup raconte ni plus ni moins qu'une romance, naissance entre deux personnes qui ne sont pas censées, disons, fricoter ensemble. Est-ce qu'on a le trailer, Joe, ou pas ? On le regarde et ensuite on se retrouve pour reparler de l'histoire si vous n'avez pas eu le temps de découvrir cette série qui est incroyable. Gelato 5 出動や。もうすぐだ。もうすぐ世界は我ら月光のものだ。恐怖せよ人間ども。場所を変えるぞ死神王女。私も決着をつけたいと思っていたところだ。どうした？好きだ。説明しよう。氷結戦隊ジェラート5のリーダーレッドジェラートこと相川不動、そして秘密結社月光戦闘員リーダー死神王女ことマガーラですね。彼らは絶対相入れぬ組織の壁を越えて禁断の交際をしているのである。これはもう運命だよね。私を生涯の伴侶としてスカウトしてみない？武道先輩は隠し事なんてしませんよ。お前のその力は正義のために生かされるべきだ。直接勝負しろ死神。死神さんは恋に興味がおありで。だが不動、忘れるな。私たちの関係は誰にも絶対にバレるわけにはいかん。もしバレたら我々は一緒にいられない。ああ、分かっている。隠し事は苦手だがこの秘密は守る。世
世間とどれだけずれてたっていい。私たちは私たちだ。C'est mignon, ça s'appelle Love After World Domination et ça y est, nous découvrons du coup ce trailer qui adapte le manga du même nom écrit par Hiroshi Noda, dessiné par Takahiro Wakamatsu. C'était publié à partir d'octobre 2019 au Japon dans le Shonen Magazine de Kodansha et du coup c'est plutôt mignon, c'est bien animé. Toi Joe, t'as bien aimé Ouais, moi le style me parle vraiment bien, j'aime vraiment beaucoup ce truc là. C'est très chaud, ouais. C'est très chou. Et du coup, on a, avec cette bande-annonce, un aperçu de l'ending de la série, le titre Koi Wasekai Teiri no Tomoni. Oh la vache, ils peuvent pas faire un titre court genre Aishiteru, je t'aime, tu vois. Interprété du coup par le groupe d'idoles japonaises Dialogue Plus. Voilà, on a également Masayoshi Oishi et Yukari Tamura qui interprètent le titre Koiwa Explosion pour l'opening, mais là c'était l'ending qu'on a pu entendre. Ce sera la série en fait est déjà diffusée depuis avril, mais moi j'avais envie de mettre un petit coup de projecteur dessus parce que c'est vrai que je l'ai découvert un peu sur le tard. J'ai regardé le premier épisode en début juin parce que j'étais sur autre chose et j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. Côté histoire, on suit du coup donc comme l'indique le titre, l'histoire d'amour entre Fudo Aikawa et Desumi Magahara. Lui il est le chef d'un escadron qui s'appelle Gelato 5, les 5 glaces quoi. Un groupe de héros qui n'est pas sans rappeler le meilleur du Sentai, et leur but c'est d'assurer la paix dans le monde, et elle c'est ni plus ni moins que la reine de la mort, la chef de l'organisation ennemie finalement de cet escadron, donc ils ne sont pas censés tomber amoureux. Et il se trouve que si, en fait. Oh là là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se faire un bisou alors que l'avenir de l'univers en dépend? Donc voilà, c'est un shonen, action, romance, comédie un peu utile, c'est mignon, voilà. Moi, ça fait partie quand même des grosses recos que je vous fais. C'est hyper rafraîchissant, ça fait du bien, ça change. C'est pas forcément convenu, c'est pas téléphoné, donc c'est mignon. Joe, t'es convaincu? Moi je teste, c'est sûr. Tu testes. La méchante va enlever son faux cul et c'est fini. J'ai la ref. J'ai totalement... Malheureusement, je l'ai aussi maintenant. Je crois que tout le monde a la ref et personne... Sauf le concerné. Sauf le concerné. Personne ne voulait la voir. Il faut savoir que donc, l'animé et l'adaptation du manga, donc, comme je vous ai dit, de Hiroshi Noda et Takahiro Wakamatsu, les deux avaient déjà collaboré sur d'autres titres. Par exemple, Isekai Shikaku. Alors Paul me dit, entre parenthèses, une histoire d'amour sur fond de suicide, ça n'a pas l'air jouasse. Hein. Mais il me dit aussi The Mermaid Princess Guilty Meal, l'histoire d'une sirène qui découvre que manger des poissons c'est pas mal, même si c'est ses potes. Bon, c'est quand même drôle. C'est un bail quand même. Hein. C'est quand même plus marrant. Et comme l'indique le titre, bon, c'est Guilty Meal, mais c'est 1000 quand même. Donc 10 épisodes à retrouver sur Crunchyroll pour Love After World Domination. L'histoire, du coup, balance très bien, je trouve, entre romance, humour et action. Il y en aura pour tous les goûts. Effectivement, comme dans le chat, je pouvais le voir, je lisais Bioman, etc. C'est clairement inspiré du Super Sentai ou encore des Power Rangers. Voilà. On va passer à une autre série, et ça c'est une des séries pour le coup qui m'a le plus séduite. Ça s'appelle Daimon Recipe for Happiness. Je l'ai au début regardé parce que je trouvais ça très joli. On a un trailer, on se le mate et on revient direct après.じいちゃん、久しぶり。俺帰ってきたで。この店継ぐために。
Ça s'appelle donc Daimon Recipe for Happiness et c'est très très joli. C'est arrivé en avril de cette année. C'est un genre très chill, tranche de vie, drame aussi, puisque ça s'ouvre quand même sur l'annonce d'un décès. Côté histoire, donc on a Irino Nagumo qui apprend, pas d'un décès, mais plutôt d'un drame familial, l'hospitalisation de son papa. Il revient du coup dans sa ville natale après 10 ans passés loin de sa famille, donc loin de ses racines aussi. Et sa famille possède une confiserie à Kyoto. C'est quelque chose que vous pouvez, si vous allez arpenter les rues de Kyoto, croiser absolument partout. Quelque chose de très traditionnel, de très demandé. Ça s'appelle la pâtisserie Ryokusho. Et il décide de reprendre du coup le flambeau pour déjà d'une part soulager son père, mais aussi donner un nouveau sens à sa vie, mais le problème c'est que les parents ont pris sous leur aile une orpheline, comme vous pouvez le voir dans le trailer, qui a 11 ans et qui se positionne apparemment comme successeuse de l'affaire familiale. Donc les parents ont déjà tiré une croix sur le fils en mode c'est pas toi qui reprends l'affaire, c'est elle. Du coup c'est un peu ambiance mais en fait c'est ma place, mais en même temps ça fait des années que t'es pas venu, tu t'en fous de la pâtisserie, pourquoi d'un coup là t'as envie de reprendre. Donc voilà, c'est un truc qui est mignon, qui est très joli, qui est vraiment très bien animé. Moi j'ai beaucoup aimé. Du coup Nagomu qui va renouer du coup avec sa famille va aussi trouver sa place auprès de cette jeune orpheline, avec un rôle peut-être un peu plus paternaliste, un rôle de père finalement. Donc je trouvais ça très très mignon. C'est tiré du manga de Rin Asano, j'avais plus la voilà, qui existe depuis 2016. Vous avez 13 tomes actuellement. Pas de publication française, malheureusement. Voilà, ça se passe à Kyoto, d'où vient l'auteur. Donc, vous retrouverez forcément, si vous avez pu déjà voir des images de Kyoto, des lieux bien connus, c'est reconnaissable. Côté musique, c'est très joli aussi, mais je vais pas partir dans la playlist et les titres. C'est un animé feel good quand même. C'est vraiment... Ouais, c'est un trentenaire qui rentre au bercail familial. Bon, c'est vraiment c'est une histoire de famille comme il en existe à travers le monde. Il s'est décidé finalement à prendre ses responsabilités auprès de ses proches, sauf que du coup il rentre quand même en rivalité contre une petite de 11 ans, mais qui va devenir sa protégée aussi, une fillette orpheline qui voulait devenir la nouvelle patronne à 11 ans. Je trouve ça très ambitieux. Donc du coup moi ce que j'ai trouvé vraiment intéressant pour le coup, c'est que ce trentenaire qui est un peu paumé, qui se pose des questions sur la suite, qu'est-ce qu'il va faire, etc., est-ce qu'il a envie de changer de vie ou quoi, va très vite se retrouver responsabilisé, mais aussi de son propre chef. Il va se rapprocher de cet enfant, lui montrer de l'affection, la soutenir. Donc c'est une très belle histoire qui s'écrit, donc un duo qui est à la base improbable, mais qui installe une ambiance très 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 touchante. Et en parlant d'ambiance, visuellement c'est vraiment très joli. Ouais, c'est joli, c'est posé. C'est posé, ça colle à l'histoire, c'est chaleureux. On parle en plus d'une confiserie. Donc visuellement, tout ce qui est pâtisserie, etc. Ça avait l'air super bon. Ouais, tu disais, ça me donne faim et tout. Franchement, c'est très très bien fait. Les textures, les décors, tout est très joli. Donc voilà. Quoi de plus à dire? Vous pouvez trouver ça sur Crunchyroll. C'est l'animé qui fait plaisir, qui vous permet entre deux Spy Family et Love After World Domination, de vous plonger dans un tout autre univers un peu plus chill à Kyoto. Voilà, pas d'isekai, pas de démons qui sortent du ciel, pas de trucs bizarres, juste des bonbons, une orpheline qui trouve une nouvelle famille, etc. C'est très très mignon. On passe à la prochaine reco, et ça c'est une reco. Ça, les amis, je tiens à la dire, c'est une de mes séries préférées. On a le trailer, on coupe la musique, on met le trailer et on se retrouve... Non, on coupe pas la musique, Non, on coupe pas la musique. On sera juste pas monétisé, mais... Allez, vas-y, let's go. Je chante par-dessus. Non, je chante pas par-dessus. Je ne chante absolument pas par-dessus. Il s'agit de The Perfect Insider Subetega F ni Naru. C'est un
thriller psychologique avec beaucoup de mystère. Moi perso, c'est une série qui m'a beaucoup parlé. Réalisée par Kambe Mamoru. Donc c'est A1 Pictures qui avait pris en charge cette adaptation animée. C'est sur Crunchyroll. C'est sorti en 2015. Donc ça commence à nous ramener en arrière. Mais il se passe que on passe du tout au rien. C'est-à-dire que je vous ai mis les petites pâtisseries à Kyoto. Et là, je vous ai amené dans une ambiance. J'ai dit à Joe, on va couper le trailer avant, parce que ça va partir en cacahuète. À l'origine, c'était un roman d'Hiroshi Mori qui était sorti donc en 96. Ensuite, c'est sorti en manga en 2001, en un seul tome. Ensuite, ça a été un jeu visuel novel en 2008. Ensuite, ça a été un drama japonais en 2014, en 10 épisodes. Ensuite, l'anime est sorti donc en 2015, dont vous avez vu les images. 11 épisodes donc disponibles sur Crunchyroll, toujours. Il faut savoir que l'auteur original est diplômé en ingénierie mécanique. Il va ensuite devenir auteur. Il a sorti plus de 100 titres, souvent des romans qui oscillent entre mystère, science-fiction. Donc c'est vraiment son terrain. Moi, perso, j'adore. Et côté histoire, on a Magata Shiki qui est une surdouée à l'intelligence si développée qui vit cachée, recluse dans un centre de recherche placé sous très haute protection sur une île. Et malgré toutes ses précautions, elle est retrouvée assassinée. C'est quand même incroyable. Du coup, une enquête est menée par le professeur Saikawa et son assistante Nishinosono Moe, et en cherchant la vérité, ils vont percer un secret qui entourait cette scientifique de génie. Vous avez Là, c'est vraiment le synopsis de base, mais il y a quand même des sous-histoires et des ramifications scénaristiques qui vont vous mettre très mal à l'aise. Moi perso, vraiment, il y a des histoires dans l'histoire. C'est vraiment waouh. Ça commence par un portrait des personnages Perfect Insider, comme ça vous savez exactement dans quoi vous mettez les pieds. Il y a beaucoup de questions métaphysiques, des questions philosophiques. On a pu voir un petit peu dans les images des trucs un peu psychédéliques, etc. Là, vous arrivez sur une série. Vraiment, en fait, c'est plus qu'une série, c'est un univers. Hein. Il a fallu adapter en animé un univers. Il y a eu plein d'adaptations différentes parce que justement, c'est un matériau de base qui est extrêmement intense et dense. Ouais, ça a l'air touffu et genre, ça a l'air même tu parlais d'écologie et tout. Ouais. Ça a l'air dense, quoi. Il y a plein de questions qui sont soulevées. Donc, comme je vous le disais, on suit un professeur d'université. Hein, donc, on est sur quelque chose quand même d'un peu plus mature. On n'est pas juste, c'est pas juste des lycéens qui vont sur une île et machin. Là, c'est un brillant professeur d'université et ses assistants qui se retrouvent dans cette affaire pour savoir pourquoi cette femme a été assassinée alors qu'elle était placée sous très très haute protection. On va comprendre aussi pourquoi ce professeur s'intéresse à cette affaire, pourquoi son assistante aussi l'accompagne. Bref, il y a beaucoup de choses, comme je vous ai dit, qui sont imbriquées de la manière où vous voyez le F. C'est beaucoup de Lego en fait. Vous soulevez une pièce, il y en a une autre qui en cache une autre, qui en cache une autre. C'est vraiment c'est un peu sordide, je vous cache pas, c'est un peu glauque. L'histoire tourne très très vite autour en fait des trois protagonistes. Donc Shiki, une informaticienne, Sohei, donc le professeur, et l'assistante Moe, une étudiante plutôt terre à terre. Voilà, et donc l'enquête va être ponctuée par de nombreuses discussions autour de la vie, de la mort, de qu'est-ce qui nous a amené là, qu'est-ce qui a pu déclencher cet événement. L'animation, moi je la trouve de très belle facture. Je trouve que le chara-design est très beau, etc. Donc moi, ça reste une de mes recos. J'ai insisté pour pouvoir la mettre, même si c'est une série qui n'est pas sortie ces derniers temps. C'est une série, comme je vous l'ai dit, qui est sortie en 2015, ça nous ramène, mais ça fait partie vraiment moi, des œuvres fondatrices de ce que j'aime. Je suis très très cliente de ça, c'est très bien écrit. Ça se suit très bien, attention, hein, je sais que les philosophiques, métaphysiques, c'est des gros mots. C'est tranquille. C'est vraiment, c'est pas une épreuve de philo, hein, pas du tout. Mais c'est porté justement par ce chara-design hyper atypique. Vous pourrez comprendre très assez vite, je trouve, le mystère, parce que c'est pas ça le réel intérêt de cette série. En fait,
c'est pas l'aboutissement de l'enquête qui fait que on va aimer ou pas cette série. C'est plus l'interaction des personnages, la mise en avant de certaines interrogations. Voilà, tout ne repose pas sur la résolution. Je peux pas vous en dire plus, évidemment, pour ne pas vous spoiler. Mais les réflexions qui sont proposées, je trouve, sont hyper intéressantes et ça offre des qualités indéniables à cette série. Voilà. Et puis je trouve que graphiquement c'est un des plus beaux génériques jamais fait. Moi qui suis en général de la team, on zappe le générique pour pas perdre de temps. Là c'est clairement un truc que je me laisse en boucle très facilement. Que tu dégustes. Ouais. N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous avez déjà eu l'occasion de regarder The Perfect Insider. C'est sur Crunchyroll. Donc vous devez absolument le découvrir. Est-ce que j'ai tout dit? J'adore les commentaires de Paul. En cherchant la vérité, ils vont percer le secret qui entourait cette scientifique de génie. Tintin. Voilà, c'est un mystère. C'est un mystère, tout comme Paul. Paul qu'on embrasse, qui m'aide sur l'édito du coup. Et d'ailleurs, petite anecdote sur l'auteur, comme on a dit, qui était un brillant ingénieur mécanique et qui s'est reconverti en auteur. S'il s'est mis justement à écrire, à créer, c'est parce qu'il voulait impressionner sa fille qui était une grande fan de romans policiers. Voilà, donc c'est un super papa aussi. On va passer à la suite. Et il s'agit de la suite également de l'œuvre de Fujimoto, puisque sa première anthologie 17-21 est sortie le mois dernier, et là c'est ni plus ni moins que le deuxième volet de cette série d'anthologie. Donc c'est intitulé 22-26, c'est sorti mercredi 8 juin chez Kazé, et qu'en dire si ce n'est que bien Tatsuki Fujimoto, encore une fois, se classe comme l'un des auteurs incontournables. En tout cas c'est son année. D'ailleurs on avait pu découvrir l'exposition Fujimoto à Angoulême, qui était incroyable, très bien pensée, très bien installée. On était tout de suite dans une ambiance, on comprenait tout de suite l'intérêt qu'il avait pour le cinéma, pour la réalisation, la mise en scène de ses histoires. Donc vraiment c'est intéressant de découvrir le cheminement de Tatsuki Fujimoto, puisque 22-26, ce sont les histoires qu'il a écrites entre l'âge de 22 ans et 26 ans. Il y avait une pièce, je sais pas si tu te souviens, Joe, où il y avait justement ce décor recréé de Look Back, avec, tu sais, une vue sur des immeubles à Tokyo. Là où il dessinait. Ouais, ce qu'on présume être des vues, en tout cas des buildings. Et sur les murs, il y avait plein de planches qui laissaient penser justement qu'on allait avoir à un moment donné une compilation des one-shots de Fujimoto, et ça n'a pas manqué. On pouvait voir, c'était un mur de collage de planches, et en fait on pouvait voir qu'il y avait déjà des inspirations, des idées qu'il a reprises dans ses œuvres plus tard, des pièces parfois qui ont été un peu modifiées. Donc voilà, Fujimoto qui revient encore une fois avec du très lourd. Je rappelle qu'il est jeune, il n'a même pas 30 ans, et il a signé juste des histoires vraiment très intéressante, hyper profonde. Par exemple, on a Ningyo Rhapsody, une histoire qui est centrée sur un jeune homme mi-humain, mi-sirène qui passe son temps à jouer du piano sous la mer. C'est très onirique, très joli. On a également Yogen no Nayuta, une histoire tragique centrée sur une petite fille aux cornes de diable que l'on pouvait voir sur le visuel ainsi que son frère. On a Megasametara Onanoko ni Nate Itabio. Bon, vous aurez le titre en français, évidemment, La prophétie de Nayuta, qui est personnellement ma préférée. Une histoire centrée sur un jeune homme, une de mes préférées. En vrai, je les aime toutes. Mais j'aime bien. Moi, je suis très client de Your Name et tout. Donc, l'histoire d'un jeune homme qui se réveille dans le corps d'une femme, ça laissait des interrogations et ça soulevait des sujets qui sont rares à voir et qui ont été très bien abordés. Donc, c'est un peu sensuel quand même. Tu sens qu'il y a une recherche, il y a un truc. C'est sensuel. C'est sensuel. Et enfin, la dernière, Imuto no Hane, l'histoire centrée sur deux sœurs passionnées par la peinture, deux sœurs rivales. Donc des thématiques qui oscillent toujours entre surnaturel, fantastique, de l'humour, aussi de la violence, de la sensualité, comme je disais. Donc c'est très riche, c'est très fouillé. Tu sens que Fujimoto, franchement, il y a un moment, il fera autre chose en plus, il fera autre chose à côté parce que
Il ne peut pas juste rester que sur un média, il a beaucoup trop de choses à raconter. Oula, il est devenu une fille, j'avais deviné au titre. Ouais, c'est vraiment... il se réveille dans le corps d'une femme et tout ce que ça peut impliquer. J'aurais pu amener le one-shot avec moi et vous montrer des planches. Je ne vais pas le faire. On risque le ban. Mais pourquoi tu veux pas coucher avec moi? Moi, je veux coucher avec toi. Et moi, j'étais en mode... Quoi? Aïe, aïe. Je sortais de Spy Family, ils se sont fait un bisou, j'étais choquée. Donc, je te laisse imaginer l'ambiance. On va passer à la suite. C'est une autre série d'anthologie. Il s'agit de Miroir, je vous en ai parlé déjà sur les réseaux sociaux. Miroir, une série qui est signée par les auteurs de The Promised Neverland qui du coup reviennent avec plusieurs histoires courtes qui retracent la vie, l'œuvre, la philosophie de Gabrielle Chanel, la créatrice de mode, modiste. Gabrielle Chanel alias Coco Chanel et c'est très 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 atypique. Moi perso quand on avait discuté avec Crunchyroll à l'époque sur les séries qui pouvaient potentiellement m'intéresser tout au long de l'année pour prendre la parole autour, eh bien il y avait Miroir puisque je suis très très intéressée par la carrière et l'œuvre et la vie de Gabrielle Chanel, une vie controversée puisque même pendant la guerre elle a eu des comportements discutables, des attitudes qui n'étaient pas considérées comme des priorités. Disons qu'elle a voulu récupérer les droits sur ses parfums. On a une guerre, madame, en fait. Donc, mais à côté de ça, c'était une créatrice de mode absolument fabuleuse qui a libéré la femme. Libérer littéralement les silhouettes des femmes puisque les femmes étaient ceinturées par des Christian Dior à ne plus pouvoir en respirer. D'accord, les corsets, les machins, c'est bien beau, ça souligne la ligne, mais on ne peut pas respirer. Et Gabrielle Chanel proposait, Coco Chanel donc proposait des lignes plus droites, plus libérées, plus garçonnes. Donc c'était ce qu'on appelait un style pauvre. Quand on voit le prix, c'est pas pauvre. C'est pas pauvre le prix. C'est pas pauvre, mais la petite robe noire, ce n'est pas Guerlain, hein, c'est vraiment Chanel qui l'a inventé. Ça a irrigué largement la haute couture. Donc quand on s'intéresse à la mode, quand on voit les lignes que crée Coco Chanel, qui sont largement reprises successivement par Karl Lagerfeld, etc. dans les défilés de haute couture, il y a un véritable héritage qui a beaucoup irrigué la haute couture qu'on connaît aujourd'hui, que l'on retrouve dans beaucoup de coupes de tissus. Le tweed, c'est elle, les perles, les strass, voilà, c'est tout un art et c'est hyper intéressant. Ouais, Esclar, vraiment, qu'on aime ou pas la mode, de toute façon, il y a une espèce de fascination parce que ça fait partie de notre quotidien, de s'habiller, de mettre en avant quelque chose, de transmettre quelque chose. Et il y avait une vraie philosophie derrière Coco Chanel. Il y avait cette volonté vraiment de rendre à la femme aussi des choses plus aériennes, plus décontractées, plus garçonnes. C'était assez inédit. Il y a un truc un peu aussi de... c'est pas la première, mais c'est une des premières grosses créatrices, parce qu'avant c'était souvent des hommes qui habillaient des femmes. Ouais. C'est aussi ce truc de c'est une femme qui habille des femmes. C'était une femme qui habillait les femmes avec des coupes garçonnes. Donc ça, c'était quand même assez incroyable. Vous avez tout un tas d'images d'archives sur Internet qui vous donneront une idée d'à quel point elle était précurseur et à quel point la mode n'est que cyclique, elle ne fait que revenir. Vous verrez des tailleurs Chanel que l'on voit dans des défilés 2022 intersaison qui étaient déjà créés à l'époque. Donc Gabrielle Chanel qui a eu une vie et des principes qui ont été sujets à débat, mais qui ont révolutionné aussi le monde de la mode, et ça c'est peu le dire. Si coucou Elinime. On a un petit trailer. On a un trailer du manga, génial, on regarde ça. Et à Miroir tout de suite. Et on se retrouve après.
dernière planche avec ses éclats de verre était absolument incroyable. Donc ces 3 histoires courtes signées, comme je l'ai dit, par les auteurs de Promised Neverland, Kaiyu Shirai pour le scénario et Posca Demizu pour les dessins. C'est un manga qui est créé dans le cadre d'une exposition, il faut le savoir, qui a eu lieu donc au Japon en 2021 à Tokyo, au Chanel Nexus Hall de Ginza, le quartier de luxe. Et l'expo s'appelait Miroir Manga Meets Chanel. Je trouve ça assez incroyable que dans une expo officielle d'une si grande maison de couture, on y ait inclus du manga, ce n'est pas rien. Donc c'est un véritable hommage à Gabrielle Chanel, son esprit de liberté qu'elle a insufflé dans la mode, dans le parfum, dans le luxe de manière générale. Il y a aussi des pages d'interviews qui reviennent sur le projet au global, pardon. Et à leur manière, les personnages en fait des histoires de miroir essaient de se libérer des pressions sociales qu'ils peuvent rencontrer. Ils vont essayer de trouver leur propre style et c'est hyper intéressant de ce point de vue-là. Des dessins entre noir et blanc, couleur au fil du livre. Donc c'est vraiment intéressant, c'est un peu presque expérimental et c'est dispo depuis le 15 juin. Ça s'appelle juste Miroir, mais l'expo c'était Manga Meets Chanel. Voilà, donc très très cool. Perso, moi ça a été un des coups de cœur de ces derniers jours. On va passer à la suite. J'espère que vous prenez bien des petites notes. Parce que là, on n'a eu que des dingueries. Pour rappel, l'auteur de Nana qui s'exprime, il y aura une interview donc dans Da Vinci, le magazine, en août. On aura la diffusion du premier épisode de Blue Lock sur Japan Expo le dimanche 17 juillet. Senyuzu, 16h30, 17h. Ça, j'espère que vous avez bien noté aussi. On a eu toutes les annonces de simulcast et les suites d'animés. On a Made in Abyss saison 2. Franchement, on a eu du très très bon et on ne s'arrête pas là puisqu'il est l'heure de parler de Top of the Pop. Et dans Top of the Pop, j'ai choisi de parler de la fin de 2 séries que j'aime beaucoup, une plus particulièrement, la deuxième pour ce qu'elle a insufflé en termes de popularité dans le monde du sport, mais la première, il s'agit de Jagan. Jagan, c'est l'histoire de Shintaro Jagasaki, qui est un policier un peu loser, qui se fait victime par les voyous, mais dans sa vie privée, voilà, il veut fonder une famille avec sa copine. Tout va bien, a priori. Sauf que il a des problèmes. Le monsieur, il a une tête de Mont Blanc, quoi. Il a des pulsions meurtrières et il tombe sur un mec mutant. Là, comme vous pouvez le voir. Et c'est à ce moment-là, que sa main se métamorphose et qui va trouver un sens et une autre utilité dans sa vie. Voilà, je vous le dis, c'est très violent, Jagan. C'est pour ça aussi que peut-être je kiffe cette série. C'est signé Muneyuki Kaneshiro, donc auteur de Blue Lock et As the God's Will. C'est dessiné par Kensuke Nishida. C'est un seinen, attention, mêlant action, humour, pas mal d'humour, beaucoup d'horreur, beaucoup de surnaturel. C'est un poil gore, nous dit Paul, je vous le dis, c'est gros trigger warning. C'est... il y a du boobs et il y a du gore. Donc voilà, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Est-ce qu'on a des images qu'on peut montrer ? À la base, j'avais un début de trailer, mais qui fonctionne très mal. C'est le seul qu'on n'a pas pu bien récupérer, donc il bug. Mais j'ai quelques secondes que je peux montrer au départ. On peut mettre les quelques secondes parce qu'on voit justement cette main qui... Il y a des chouchous, il y a des Robert. Je te montre ça. Vous êtes prévenus. Dans un monde où les désirs enfouis transforment les humains en monstres, violence et destruction deviennent les mots d'ordre. Assistez à la naissance d'un anti-héros. Sur toi. Donc voilà, c'est une ambiance, comme je vous le disais. Donc Shintaro, c'est un agent de police locale un peu frustré. Quand je dis loser, il se fait malmener. En vrai, c'est juste qu'il voit les individus avec qui il traite au quotidien et parfois il a envie vraiment de littéralement leur exploser la tête avec son arme de service. Il ne
peut pas le faire. Il ne peut pas le faire, donc le mec a cette frustration, lui, tu vois. Il faut que ça sorte. Et un jour, ça sort. Et alors là, en témoigne la scène du métro que tu as mis tout à l'heure avec le mec qui a une tête de tourbillon, là. Ce mec, ce monstre, se met à bouffer les autres. Donc là, il a plus le choix. Là, il a plus le choix, il faut qu'il intervienne. Et donc sa main, comme je l'ai dit, lui permet, après transformation, d'exploser littéralement le monstre. Donc on est sur une ambiance retapissage du décor. C'est très invraisemblable, c'est très violent. Moi j'aime beaucoup, c'est souvent absurde. Et du coup, on va le suivre dans ses interventions qui vont être l'escalade de la violence, on va pas se mentir. Par contre, c'est quand même très très bien dessiné, c'est quand même très mature aussi. Donc voilà, ça tombe pas non plus dans la gratuité de la violence, je trouve. Après, peut-être que je suis biaisée, mais oui, les corps explosent, le sang gicle à foison, mais il y a une histoire quand même. Il y a une histoire, c'est profond. Le propos est violent, mais il y a quand même du propos. Et ça, c'est important de le dire. Donc, moi, je trouvais ça intéressant de voir aussi comment les fonctionnaires peuvent péter les plombs. Tu vois, des fois, ils ont envie de littéralement vous éclater. Ils ne peuvent pas le faire. Donc là, c'est quelque chose d'un peu jouissif, d'un peu libérateur, d'un peu exultant. En tout cas, de l'imaginer comme ça. Que dire de plus? Donc oui, comme je vous ai dit, c'est la fin. 14 volumes. Le dernier est dispo depuis hier, avant-hier. Donc voilà, Jagan, c'est chez Kazé. N'hésitez pas à découvrir ça. On continue avec une autre fin, et pas des moindres. Il s'agit d'IQ. IQ qui, en tout cas autour de moi, je sais pas si tu connais, tu connais Chinou. Oui. Tu connais Chinou, tu connais Jimmy, bon voilà. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui se sont mis au volet après avoir lu IQ. Ah ouais? Je te jure que c'est vrai. C'est vraiment... Il y a vraiment eu un truc, c'est pas Jeanne et Serge qui nous a donné envie d'aller faire du volley. C'est IQ. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi j'ai jamais vraiment regardé, parce que justement un petit peu ce côté mais je suis pas adepte. Moi j'attendais d'être adepte du truc. Par exemple Blue Lock, j'aime bien le foot, donc je regarde. Le volley, c'était pas trop mon truc. C'est vrai que de base tu vas pas là-dessus, quoi. Du coup ouais, je suis pas allée là-dessus, et je pense que c'est un des plus gros trucs que j'ai pu manquer, et c'est pour ça que je l'ai mis dans Top of the Pop, parce que je sais que déjà c'est un truc très huge, mais aussi parce que je sais que j'ai manqué quelque chose d'assez huge, quoi. Je sais pas dans le chat si vous avez lu IQ ou pas, jure. Non, ouais, j'aime pas le sport, mais IQ m'a pris au trip. C'est ça, en fait. C'est ça qu'on m'a souvent dit. On m'a toujours dit, IQ, ça va t'amener toutes les sensations du sport, toutes les questionnements de dépassement, de compétition, d'individualité, de collectif, etc. Les valeurs du sport, tu vas les avoir, puis même les actions sont dingues, les planches sont dingues, que t'aimes ou pas le volley, tu vas adhérer au truc. Donc ça, c'est une des grosses lectures de ma read list. Il est pas trop tard, mais totalement, il est pas trop tard, parce que je ne connais personne. Ouais, je crois. Sont restés à côté, quoi. Ouais, non, il y en a qui n'ont pas lu autour de moi, mais je ne connais personne de ceux qui ont lu qui m'ont dit ça a chier. Personne. Bah si tu veux, on a un trailer. On se le mate.
Donc voilà, c'est Haikyuu, je le vois dans le chat, vous êtes en mode l'animation est très bonne, le manga aussi. J'aimais pas le volet, mais l'animé est super, surtout la saison 3, le manga si beau, si fluide. Je l'ai lu, il est incroyable. J'ai retrouvé des questions, sentiments que je me posais quand j'étais joueuse. Ah, carrément, on a une joueuse de volley. Je trouve ça génial. J'ai regardé Haikyuu, je suis devenue champion de France de volley. Non, pas du tout. J'adore. Mais c'est vraiment insane, on se régale avec madame, vous me fumez. Non mais vraiment, comme je vous ai dit, je connais personne qui m'a dit Haikyuu, bof quoi. Bof, tu vois. Par exemple, tu vois, moi je suis très grande fan de Slam Dunk. J'ai regardé Kuroko, j'ai bien aimé, mais c'est sûr quand tu fais la comparaison avec Slam Dunk, je préférais Slam Dunk, tu vois. Ouais. Là, ma seule comparaison, c'est Jeanne et Serge. Donc, je pense que je crois que ça devrait aller. Il y a une petite news qui est sortie le 13 juin. Je suis sur le site de Crunchyroll. Et je vois qu'il avait été annoncé un événement Haikyuu en collaboration avec la V-League pour un match spécial au gymnase de la ville d'Ota à Tokyo. Donc ce sera le 13 et 14 août. Donc voilà, un événement qui va accueillir notamment les 6 voix, les 6 seiyuu de l'animé Haikyuu. Il y aura une performance musicale par le groupe Burnout Syndromes qui avait du coup chanté Fly High, donc le 2e opening, mais aussi Ikari Are le 3e et Phoenix le 4e pour l'animé. Donc voilà, je sais pas s'il y aura une retransmission, mais en tout cas je trouve ça plutôt cool que la V-League fasse un truc officiel, en tout cas au Japon avec Haikyuu. Ça a du sens. Ouais. Ça a vraiment du sens, quoi. C'est un match spécial All-Star et du coup ils mettront en avant justement Haikyuu, donc très très cool. Alors pourquoi on l'a mis dans Top of the Pop, puisque voilà, 45 tomes déjà. 45 tomes. Le dernier est sorti hier ou avant-hier. Parce que là on est jeudi, non, hier. Pour nous, parce qu'au Japon c'est fini depuis 2020, mais ça y est, la publication française a également touché à sa fin. Ça avait commencé en one shot dans le magazine Shonen Jump Next. Il y avait eu un crossover entre Haikyuu et Nisekoi en 2013, on s'en souvient très très bien, dans le Weekly Shonen Jump. Le manga donc a été adapté en animé. Là on a émis le trailer manga, mais allez voir l'animé puisque visiblement il est tout aussi beau. Il y avait aussi un drama, des jeux vidéo. En 2020, le tirage total de la série avait atteint les 50 millions d'exemplaires, ce qui est quand même un chiffre, c'est colossal, c'est extrêmement significatif du succès de ce titre. Ça a remporté évidemment plein de prix comme le Shogakukan catégorie shonen en 2016. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'auteur a lui-même joué au volley au lycée. Il continue d'aimer très fortement ce sport, donc il est insufflé aussi toutes les sensations et toutes les émotions qu'il a dû ressentir en tant que lui joueur. Côté histoire, si vous ne connaissez pas, on suit Shoyo qui n'est pas très grand mais qui est vaillant, nous dit Paul. On l'embrasse toujours, mais surtout il adore le volley et heureusement pour lui, sa petite taille c'est un atout. C'est son atout parce qu'il a une très grande détente. Du coup il bat tous les Kangoo juniors réunis, voilà, donc il est très très fort et on va suivre ses exploits au sein de son équipe. Voilà, ça avait commencé en 2012 déjà, ça nous rajeunit pas. 10 ans déjà, donc du coup c'est la date anniversaire, d'où l'événement qui aura lieu en août. Alors, nous dit-on dans le chat, il est bon Haikyuu par rapport à Slam Dunk. Je pense que c'est pas comparable. C'est pas la même chose. Non. Dans le style et tout, ça a l'air différent. C'est différent. Slam Dunk, c'est plus vieux. Déjà, je n'ai pas lu Haikyuu, donc je ne te dirai pas que l'un est meilleur que l'autre. En revanche, même s'il y a des similarités, ça va être difficile de dire que l'un est meilleur que l'autre, il me semble. Après, ce sera ton affinité. Déjà, c'est du basket et du volley, donc ça reste du sport collectif, ça reste du haut niveau, en tout cas à leur niveau-là. Donc, je pense que dans tous les cas, le chat est de très très bonne, qu'on a très bon goût. S'il te recommande de le lire et de le regarder, c'est que c'est très bien. Et Slam Dunk étant très bien, autant au point de vue de l'animation que du manga, il y a des similarités. Mais je ne me risquerai pas à dire que l'un est meilleur que l'autre, puisque les deux ont l'air d'être des absolus chefs-d'œuvre. C'est le cas en tout cas pour Slam Dunk. Nice. Il est temps du coup de vous récompenser avec un jeu concours, et c'est l'heure du pop-up-pop.
Alors, il est temps de vous faire jouer et potentiellement gagner donc des abonnements de 1 mois et 3 mois. Ok, on va vous donner plusieurs indices qui vont vous faire penser à des séries qui sont diffusées sur Crunchyroll ou des mangas qui sont publiés chez Kazé. Et il va donc falloir que, en resserrant le scope des indices, vous trouviez la réponse. Donc Pierre est sur le coup. Pierre, tu nous confirmes? Pierre nous confirme pas. Il boit un café, Pierre est aux toilettes. Bon. Oui, je suis avec lui par SMS. Ok, il est par là, il est par SMS. Je vous ai crevé les oreilles, désolé. Il sera sur le chat pour aller pécho la première personne qui parmi vous aura eu la bonne réponse. Ok? Alors, on commence par le premier pour 1 mois d'abonnement Crunchyroll, la meilleure plateforme de VOD. Premier indice, un voyage initiatique. Bon, là, je veux dire, ça peut être tout et rien. Vous pouvez pré-shot, hein. Voyage initiatique. Un shonen. En vrai, voyage initiatique... Je l'ai pas, moi. Pourtant, j'ai vu voyage initiatique, j'ai pas. Si, je vais l'expliquer. On prendra les premières réponses pré-shot à partir du 5e indice, hein, donc calmez-vous. Combat. Ok. Bah ça c'est un exemple mais... Oui. Ah oui, non mais je sais. Okay. Non, mais là c'est un exemple hein. J'ai cru que c'était celui-là. Ah mais l'exemple je fais quand même gagner hein. Ah non, bah attends, on a un jeu en 2 phases, il y a des abonnements gagnés, c'est un exemple mais je vous le fais gagner quand même. Bon, combat, jump. Là on arrive... C'est-à-dire que je peux jouer, vu que j'ai pas la réponse. T'as les réponses sous les yeux, Nito. Mais non, regarde. Je sais pas. Héros simple, mais déterminé. Ah, je le vois dans le chat. Quoi? Il habille en orange. Il cherche 7 boules. Ah, je l'ai. Bah oui, c'est Dragon Ball, vous l'aviez, je l'ai vu dans le chat. My Hero Academy a envie de crever. Bah en fait, voyage initiatique, c'est un indice qui était quand même assez gros puisque c'est adapté de Pérégrination vers l'ouest ou vers l'est, vers l'ouest, qui est donc un roman chinois qui a largement irrigué beaucoup d'œuvres. C'est là où vous trouvez le mythe du roi singe, etc. Donc Dragon Ball n'en est qu'un exemple finalement. Donc là c'était... Est-ce que c'est un tour pour rien ou on dit que quand même la personne a gagné? Parce que moi je trouve que c'est quand même... Alors Maître Capello me dit qu'il a que 2 codes. Non, bah on demandera à Crunchyroll un 3e code et on fait gagner. Donc relève bien le nom. Non, bah non, attends, on fait gagner, on est là pour régaler. Oh, je peux pas vous faire un laïus sur le fait que je vous aime, que je suis fière de faire cette émission avec vous, si c'est pour pas vous régaler. Est-ce que tu as le nom de la personne qui l'a mis en premier? Alors moi, celui que je vois en premier, hein, en tout premier... Parce qu'il y a Ahmed qui l'a dit, il y a Beyond qui l'a dit, Dragon Ball. Moi j'ai Amine. J'ai Amine qui l'a dit en premier, je crois. Ah non, il y a Ahmed, mais Ahmed il a pas fini. Ah mais il a dit DB. Il a dit DB donc il l'avait. C'est Ahmed. Là pour moi c'est Ahmed pour l'instant. Bah alors, si on considère que DB c'est ok, c'est Ahmed. Ah bah oui. Bah alors c'est Ahmed. Non, c'est Ahmed. GG Ahmed. Ahmed qui nous a régalé d'anecdotes sur le monde de la médecine et du droit. Quand j'étais en stream sur... Ouais. Comment il s'appelle? Un contexte. Le mec là avec la mèche qui dit objection. Ah oui, d'accord, le truc d'avocat. Phoenix oui. Wright. Putain, mais je n'ai plus de mémoire. Objection. Oh, c'est terrible. Ace Attorney. Ouais, c'est ça, Ace Attorney. Donc Ahmed remporte un abonnement d'1 mois. GG. Et c'est moi qui te le paye, mon gars. Allez, on rentre dans le premier jeu, ok? Et ça va être un petit peu plus cossu, mais ça peut aller très vite. Attention, ça se passe sur Terre. Premier indice. Il y a des monstres. 2e indice. Ils n'ont pas toujours été là. Ah! Il est bon, hein, Paul. Hein. Le héros est un lycéen. Les monstres menacent l'humanité. Ils sont pas là pour faire joli. Hein. Mais le héros réussit à s'entendre avec l'un d'eux. Tout ça grâce à des écouteurs. Oh, attends, vous l'avez là? Oui, c'est bon. C'est Sirmal hein, qui l'a dit en premier, je crois. Non, moi c'est pas Sirmal qui l'a dit en premier. Si, c'est Sirmal. C'est Sirmal qui l'a dit. Les monstres sont des parasites
Réponse Parasite. C'est Parasite et c'est Sirmal qui remporte son abonnement d'1 mois Crunchyroll. Donc Pierre va prendre contact avec toi. Shaman King, comment? Franchement, Monster Allergy. Il y a de tout, il y a de tout. Deuxième phase de jeu. Est-ce que vous êtes prêts? Comme d'habitude, comme dans toute catastrophe, ça se passe à Tokyo. Le héros veut découvrir la vérité sur la mort de sa famille. D'étranges événements se déroulent. Toujours pas? Le monde n'est pas à feu et à sang, mais quand même un peu à feu. Il est possible que dans le chat, des gens aient la réponse. En plus de sa quête perso, il faut sauver des gens. Le héros a un pouvoir peu commun pour son métier. Il est pompier. Ses mains sont en feu. Et les gens sont victimes de combustion. Il s'agissait bien évidemment de Fire Force et quelqu'un l'avait dans le chat. C'est Moot, hein. C'est Moot qui l'a eu. Il me semble que Moot avait déjà gagné en plus, hein. Ah ouais? Ouais, il me semble, hein, Moot, il me semble. Bravo, tu remportes ton abonnement de 6 mois, 3 mois, de 4 ans. Je sais pas pourquoi je suis partie dans un 6 mois. T'as envie de donner 6 mois? De 3 mois. Non, mais en tout cas, déjà, Ahmed, c'est moi qui vais lui payer son code, puisque c'était l'exemple. Pierre va nous trouver un code, c'est sûr. Oh, oui. Oui. Est-ce qu'il nous reste du temps pour pouvoir parler de la Rocco? Il nous reste du temps. Il nous reste un tout petit peu de temps. Ouais. Il nous reste un petit peu de temps. Est-ce qu'on a un trailer? Non. Je n'ai pas de trailer. On n'a pas. Oh, par contre, Sexual Healing qui a pris un sub et c'est son 4e mois d'abonnement consécutif. Merci à toi, ça me régale. Garde tes sous, mais c'est pas possible ça. Arrêtez de me. Arrêtez. C'est la dernière fois, je vous l'ai. Est-ce qu'on peut bloquer les subs? Est-ce que tu peux vraiment désactiver les subs? Non, je crois pas. Ah ouais? En fait, si, mais dans ce cas-là, tu désactives tout, je crois. Ah. Non, mais moi, c'est un vrai truc, hein. Je vous l'ai dit. Mais genre, en fait, à l'époque, avec Sam, on n'avait pas les subs parce qu'on les avait pas activés. Mais genre, en gros, quand t'actives les subs, t'actives tout. Quand tu désactives les subs, tu désactives tout. En fait, j'aime bien parce qu'on a fait appel à des artistes qui ont fait des emotes, etc. Donc, c'est aussi leur laisser de l'espace. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas obligé de vous sub. Je vous lis, je vous remarque, je vous aime. Malgré tout. Sans. Gardez vos sous, faites-vous des cadeaux. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont anti-économie du truc, mais vraiment j'insiste, encore une fois ça me fait très plaisir, mais ne vous ruinez pas, en tout cas j'espère que ce n'est pas le cas. On a le temps pour une petite reco. Est-ce qu'on a un jingle pour toi? Non, je crois pas. Hein. Voilà. Ça s'appelle Sekai no Yami Zukan. Les codes sont déjà envoyés. Les codes sont déjà envoyés. Pierre était sur le coup, il est très rapide. Il faudra qu'il me dise les 3. Il est très fort. Il est très fort. Une pluie de cœur pour Pierre Dus 721 dans le chat. Côté histoire de Sekai no Yami Zukan, c'est une série d'anthologie avec un seul thème commun. Et vous le savez, c'est un thème... Bon appétit. Un thème qui m'est cher, c'est le mystère, le thriller, le paranormal, le surnaturel, bref, tout ce qui ne s'explique pas, tout ce qui nous terrifie et nous empêche de dormir la nuit. C'est une anthologie encore. Ça, je m'étais posé la question avec Bitel de me dire est-ce que finalement on n'assiste pas à l'émergence de nouveaux formats. L'anthologie ça marche bien, donc on retrouve 13 histoires très différentes, donc des stand-alone qui n'ont pas besoin d'exister grâce à la diffusion de l'une ou de l'autre, et ce sont des histoires qui portent sur des sujets comme je l'ai indiqué, mystérieux. Donc on a des ovnis, on a des malédictions, on a des fantômes, des pouvoirs sensoriels, des civilisations disparues ou encore des légendes urbaines. C'est une série qui est sortie en 2017. Ça peut vous faire penser à Yami Shibai qui est également disponible sur Crunchyroll. C'était une sorte de conte de la crypte. Voilà.
vers Castor, mais pour adultes. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas le rêve, c'était un vieux qui tenait un théâtre ambulant et qui racontait des histoires de fantômes aux enfants. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. En gros, c'est le Kamishibai à la base, mais là, ils l'ont appelé le Yamishibai. Et du coup, Sekai no Yamizukan n'a pas pour but d'être un animé d'horreur à la base, mais plutôt de raconter des choses, des histoires qui font partie du folklore, de la culture, des légendes qui ont perduré avec le temps. C'est horrifique. Je vous le dis, c'est horrifique. C'était pas le but à la base, c'était pas le postulat, mais ça l'est clairement. Donc regardez bien ça dans le noir, sous la couette, seul, sans avoir bu et mangé, dans une ambiance terrifiante. Il y a une ambiance, d'ailleurs, en parlant d'ambiance, un peu rétro, que l'on peut retrouver dans les magazines pulp des années 60-70. Moi perso, c'est une reco que j'ai découvert dans un magazine spécialisé qui justement parlait de ça. Donc si vous êtes passionné, d'ailleurs vous avez de très très bons podcasts à ce sujet du côté de France Inter, voilà, et de Mad Movies aussi, et de Otomo, et de tout un tas de revues spécialisées. Et du coup, par exemple, comme ça, un des 13 épisodes, un synopsis, Paul a mis, entre guillemets, pour toi celui-là, Marie. Les occupants d'un appartement trouvent une mystérieuse boîte musicale. Mais gare à quiconque ose la toucher. Alors j'ai un enfant, donc je peux pas l'empêcher de prendre des jouets. C'est la première chose qu'ils auraient faite. Ça c'est creepy, les poupées, les trucs comme ça, ouais, c'est trop creepy. C'est hyper creepy. Moi, il y avait un film d'horreur qui m'avait terrifié, ça s'appelait Babadook. Ça me dit un truc, mais... Horrible. Ah, il y a plein de gens autour de moi qui m'ont dit, c'est qui tout double. Il y en a, ils m'ont dit, c'est horrible, ça m'a traumatisé. Et d'autres qui m'ont dit, oh, c'est ok quoi. Mais dès qu'il y a des enfants Sinister et compagnie, c'est mort. C'est mort. Donc le nom c'est Sekai no Yamizukan. Je vous le mets dans le chat. Sekai no. Et c'est sur Crunchyroll, évidemment. Babadook me faisait plus rire qu'autre chose. Ouais, tu vois, c'est vraiment Mister Babadook. Il est bien Babadook. Je pense que si t'as un enfant, Babadook, tu le vois pas pareil. Ah non, mais c'est... Oh, tu vois, Babadook, c'est très mauvais, je trouve. C'est vraiment... Il y a deux écoles, quoi. Il y a deux écoles. Donc, non, c'est pas un animé. Là, c'est un film d'horreur, mais Sekai no Yamizukan, ouais, c'est un animé qui est dispo sur Crunchyroll. Donc, je le rappelle, une compilation de 13 épisodes qui visitent finalement les légendes urbaines, les croyances, les histoires qui ont traversé le temps, les histoires mystérieuses, il y a les ovnis, les civilisations perdues. Voilà. C'est pas, ça n'a pas vocation à faire peur. C'est terrifiant. C'est terrifiant. Moi, ça me... Mais j'adore ça. Ça me trauma aussi une horreur, The Babadook. C'est vraiment, je vous dis, c'est 50-50. Hein. Moi, je ne peux pas. Les films avec les esprits qui veulent à tout prix entrer dans ta demeure ou ton corps, ça me fait flipper à mort. Ouais, mais alors les films avec des entités qui veulent entrer dans le corps de ton enfant, ça, je te garantis que c'est encore pire. C'est encore pire. Donc voilà, c'était ma reco. Il est temps pour moi de clôturer cette émission et d'encore une fois vous remercier parce que vous êtes les meilleurs. Merci donc au chat, merci à David aussi qui nous a fait le plaisir d'aller visiter différents lieux pour mettre en avant la série Tokyo Revengers. Merci à Pierre, merci à Paul à l'édito, merci à toi Joe, merci à Coquet Coco pour les lieux et merci évidemment à Crunchyroll qui nous accompagne sur ce rendez-vous mensuel. Encore une fois, n'oubliez pas les grands rendez-vous, les nouveaux simulcasts qui débarquent début juillet, le rendez-vous à Japan Expo aussi, on s'y retrouvera pour une émission spéciale. Je serai sur le stand de Crunchyroll, il fait plusieurs centaines de mètres carrés, ça va être une dinguerie. C'est le retour des festivals de pop culture asiatique et ça nous régale. J'ai très très hâte de vous y voir. D'ailleurs, il y aura Louis, je pense, qui passera faire une tête sur le stand de Crunchyroll, donc n'hésitez pas à venir nous voir nombreux, on sera ravis de vous y accueillir. Et bien c'est la fin de cette émission, il y a eu beaucoup d'anecdotes, beaucoup de recos, j'espère que ça vous a plu. Le replay sera disponible évidemment sur Twitch, mais aussi YouTube en version best-of également et sur les réseaux sociaux. Merci aussi à Iris qui s'occupe du montage, on l'embrasse bien fort. Voilà, quoi de plus à dire, prenez soin de vous. Et quant à nous, on se retrouve peut-être, alors je dis peut-être, demain.
Pierre est déjà en train de checker mon agenda, je le sais. Je sais qu'il y a des trucs demain. Demain, déjà, je vous le dis, demain, j'aurai les cheveux blancs. Voilà. Mais je me demande si je ferais pas un petit live Twitch depuis chez mon coiffeur que j'aime beaucoup, Robin, Maison Carving, dans le 3e arrondissement. Comment ? Sur ton téléphone ? Ouais, sur mon tel. Vous n'êtes pas à l'abri d'un live IRL. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous hydrater, de vous protéger, de lire des mangas, de regarder plein d'animés, surtout sur Crunchyroll. Je vous embrasse. La réponse est demain matin, c'est mort. Demain matin, c'est mort ? Il a dit ça ? Ouais. Bah alors demain après-midi à 14h. Ciao.